Bonjour! Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le budget des administrations publiques, qui comprend aussi bien le budget de l'État, des collectivités locales et des administrations de sécurité sociale, était composé, comme n'importe quel budget, de recettes et de dépenses. Du côté des recettes, on a essentiellement à 90% les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, taxes et cotisations sociales. Et du côté des dépenses, on a les prestations sociales, le salaire des fonctionnaires, les investissements publics, etc. Et dans l'ensemble, les dépenses publiques sont plus importantes que les recettes publiques, ce qui conduit à un déficit public. Cela peut sembler comme une mauvaise chose. Un État qui dépense plus que ce qu'il reçoit, que ce qu'il prélève en termes de prélèvement obligatoire, cela ne semble pas être une attitude très responsable. Pourtant, la France, l'État français, les administrations publiques françaises sont en déficit et ont toujours été en déficit, et ce depuis au moins 1993, et en réalité depuis plus longtemps. Alors, on peut se demander, est-ce que le déficit public est vraiment une mauvaise chose? C'est la question que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Pour commencer, il faut dire que creuser le déficit public est un moyen de relancer ou de soutenir la croissance économique. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence que les deux moments sur la période de 1993-2020 où le déficit public français a été particulièrement important correspondent à des crises économiques. D'un côté 2009-2010, de l'autre 2020. Je m'explique. Pour augmenter le déficit public, les administrations publiques peuvent essentiellement faire deux choses. Soit elles vont augmenter le niveau des dépenses publiques, soit elles vont baisser le niveau des recettes publiques. Du côté des dépenses publiques, les administrations publiques peuvent ainsi décider d'augmenter leur niveau d'investissement, d'augmenter le niveau de prestations sociales, d'augmenter le niveau des subventions versées aux entreprises et associations, ou d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Du côté des recettes publiques, on va essentiellement voir une baisse du niveau de prélèvement obligatoire. Et là, finalement, on peut commencer à voir un lien entre l'augmentation du déficit public et la relance de la croissance économique. En effet, quand les administrations publiques vont choisir de creuser leur déficit, que ce soit en baissant le niveau des recettes, des prélèvements obligatoires ou en augmentant leurs dépenses publiques, ce qu'elles vont faire essentiellement, c'est injecter de l'argent dans l'économie, augmenter le revenu des différents acteurs économiques privés, et cet argent qu'elles vont injecter dans l'économie, il ne va pas venir de nulle part. En fait, il va venir de l'endettement des administrations publiques. Les administrations publiques vont choisir de s'endetter, de supporter cette charge pour accorder des revenus supplémentaires aux acteurs privés. Typiquement, si l'État décide d'augmenter ses investissements et de réaliser de nouveaux investissements à hauteur d'1 milliard d'euros. Cela signifie que l'État va augmenter son déficit au niveau d'1 milliard, mais ce milliard d'euros, en l'occurrence, va aller à des entreprises qui vont répondre à la demande de l'État en matière d'investissement. Et du coup, vous allez avoir une augmentation du revenu des entreprises, une augmentation de leur production, puisqu'elles vont produire plus pour répondre à la demande de l'État. Et qui dit augmentation de la production, dit croissance économique. Sur la définition exacte de la croissance économique, il faudra voir la vidéo de terminale sur le sujet, mais voilà, c'est globalement l'augmentation de la production. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en réalité, au-delà de simplement ce principe de dire les administrations publiques augmentent leur déficit public d'1 milliard d'euros, cela augmente le PIB d'1 milliard d'euros, c'est que vous avez un effet multiplicateur. Le principe de l'effet multiplicateur, c'est tout simplement qu'une augmentation du déficit public va provoquer une augmentation plus importante du PIB. Je répète, l'effet multiplicateur désigne le fait qu'une augmentation du déficit public va provoquer une augmentation plus importante du PIB. Bon, en réalité, disons que ça marche si l'effet multiplicateur est justement supérieur à 1.
Si vous avez un multiplicateur qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'au contraire, l'augmentation du déficit public va provoquer une augmentation plus faible du PIB, mais ça, c'est justement pas ce qui nous intéresse. Pas ici en tout cas. Et évidemment, ici, j'ai parlé d'augmentation du déficit public et augmentation du PIB. Mais si vous avez une baisse, une réduction du déficit public, l'effet multiplicateur va aussi expliquer que vous allez observer une baisse, et donc une baisse plus importante du PIB. Alors, d'où vient cet effet multiplicateur? En gros, le principe est assez simple. On l'a dit, s'il y a une augmentation des dépenses publiques, cela va se traduire par une augmentation de la demande générale, et donc une augmentation des revenus des entreprises et des ménages. Mais ça ne s'arrête pas là, car l'économie est un cycle. Et ensuite, une fois que les entreprises et les ménages vont voir leurs revenus augmenter, elles vont utiliser ces revenus supplémentaires pour investir, pour réaliser des achats auprès de leurs fournisseurs, du côté des entreprises, du côté des ménages pour consommer plus. Et donc, vous allez observer une augmentation de la demande, qui va se traduire par une augmentation des revenus des entreprises et des ménages, qui vont les utiliser pour investir, consommer, donc à nouveau une augmentation de la demande, etc., etc. Un processus qui pourrait presque être infini, qui en réalité ne l'est pas. Je vais revenir sur la raison pour laquelle il n'y a pas une augmentation infinie du PIB suite à une augmentation des dépenses publiques un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, on voit déjà que du fait que l'argent supplémentaire, les revenus supplémentaires des entreprises et des ménages sont utilisés pour à nouveau consommer, investir, etc., ça va se traduire du coup par une augmentation plus importante du PIB que la simple augmentation des dépenses publiques ou de façon plus générale du déficit public. Dans cette perspective, il apparaît assez clairement que le déficit public n'est pas une mauvaise chose et qu'au contraire, ça peut être un outil très utile pour soutenir et relancer la croissance économique. Autre argument pour soutenir l'idée que le déficit public n'est pas forcément une mauvaise chose, le fait que l'endettement des administrations publiques, qui est donc entretenu par des déficits successifs, n'est pas véritablement comparable à celui des acteurs privés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les administrations publiques peuvent choisir de s'endetter dans des situations où les acteurs privés ne le peuvent pas et peuvent choisir justement de s'endetter pour relancer la croissance et injecter de l'argent, augmenter le revenu des acteurs privés. Cet argument repose sur le principe, que j'avais déjà énoncé dans la vidéo précédente, que les administrations publiques ont une durée de vie qui est indéfinie et potentiellement illimitée, contrairement aux acteurs privés, que ce soit les ménages ou les entreprises, qui à un moment vont disparaître et qui doivent donc être capables de faire face à leurs engagements et de rembourser leurs dettes. Puisque les administrations publiques ont une durée de vie potentiellement illimitée, elles peuvent toujours en fait choisir de rembourser leurs dettes en contractant de nouveaux emprunts. Et c'est généralement ce qui est fait, c'est le principe de faire rouler la dette, dire que au lieu de rembourser tout d'un coup ma dette et de tomber à un niveau d'endettement de 0%, je vais rembourser un emprunt qui arrive à terme en contractant un nouvel emprunt. Et je ferai rouler la dette de cette façon en disant à chaque fois que une obligation publique arrive à terme et que donc je dois la rembourser, je contracte une nouvelle obligation pour la rembourser et ainsi j'ai toujours des obligations en cours, j'ai toujours de la dette, mais tous mes créditeurs sont quand même remboursés quand leurs obligations arrivent à terme. C'est pourquoi les administrations publiques sont toujours plus ou moins endettées, que le niveau de la dette publique ne va jamais atteindre 0 € ou 0% du PIB. Et si on devait d'ailleurs regarder la dette publique en termes absolus, en termes monétaires, en gros en euros, on verrait que celle-ci ne fait jamais qu'augmenter, peu importe d'ailleurs l'état qu'on étudie. Et là, cette pensée peut être inquiétante, se dire finalement, les administrations publiques vont toujours être endettées et leur dette ne va que faire qu'augmenter. Oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on ne regarde pas en réalité la dette publique en euros.
dans les termes monétaires. On la regarde plutôt par rapport au PIB. Et le but des administrations publiques, ce sera toujours en réalité de faire augmenter leur PIB plus rapidement que leur dette. Et de faire en sorte que du coup ce ratio dette publique sur PIB, donc ce que représente la dette publique par rapport au PIB, lui diminue. Si vous avez le PIB qui augmente plus rapidement que la dette publique, voilà, du coup la dette publique représentera une fraction de plus en plus faible du PIB, même si quand on regarde en termes monétaires, elle augmente. Typiquement, si la dette publique représente 100 milliards d'euros et que votre PIB est aussi à 100 milliards d'euros, cela signifie que la dette publique représente 100% du PIB. Jusque-là, c'est assez simple. Supposons ensuite que la dette publique augmente et passe à 150 milliards d'euros. Mais dans le même temps, votre PIB a aussi augmenté et est passé à 300 milliards d'euros. Dans cette situation, certes, la dette publique en euros a augmenté, mais donc elle a même augmenté de 50%, mais le PIB a beaucoup plus augmenté sur cette période, et en fait, du coup, le ratio dette publique sur PIB, lui, il ne représente plus que 50%. On est passé d'une dette publique qui représentait 100% du PIB à une dette publique qui représente 50% du PIB. Et ça, c'est clairement une victoire pour les administrations publiques. Là, on pourra avoir l'impression que non seulement le déficit public, l'endettement public, c'est pas une mauvaise chose, mais en plus c'est formidable. Les administrations publiques peuvent s'endetter d'une façon qui semble quasi illimitée, puisqu'elles semblent immortelles et qu'elles pourront toujours rembourser leurs dettes en contractant de nouvelles dettes. Et justement, en augmentant leur déficit public, elles peuvent relancer la croissance économique, ce qui profite à tout le monde, et même un peu à elles, puisqu'en augmentant le PIB, elles diminuent le ratio dette-PIB. Ouais, alors, c'est pas totalement faux, parce que c'est fondé sur ce que je viens juste de dire, mais c'est pas totalement vrai non plus, vous vous en doutez quand même. Autant les arguments plutôt politiques qui consistent à dire il faut gérer l'État en bon père de famille, et un bon père de famille ne s'endetterait pas, ça, en effet, c'est BS, soyons honnêtes. Ça ne correspond à rien du tout dans la théorie économique, parce que l'État, les administrations publiques ne fonctionnent pas du tout comme un ménage. Autant il y a quand même de vrais arguments sérieux dans la théorie économique pour dire que non, quand même, on ne peut pas s'endetter de façon illimitée. Vous l'aurez compris, c'est quand même assez logique. Tout d'abord, il faut mentionner que l'effet multiplicateur, qui permet donc au déficit public d'engendrer de la croissance économique, rencontre plusieurs limites. Notamment, il y a ce qu'on appelle des fuites des dépenses publiques et à chaque fois de l'utilisation des revenus, d'un côté vers l'épargne et vers les importations. En gros, l'effet multiplicateur, il est fondé sur le fait que les revenus sont utilisés, sont réutilisés pour consommer ou investir dans des produits qui sont fabriqués dans le pays. Sauf que, en réalité, une partie de ces revenus va être mis de côté et une partie va être utilisée pour consommer ou investir dans des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Donc ça veut dire qu'une partie de l'argent injecté dans l'économie par les administrations publiques, et qui ensuite tourne avec le cycle économique, va fuir vers l'épargne et vers les importations, vers l'étranger. Et plus ces fuites sont importantes, plus le taux d'épargne est important, plus les importations sont importantes, plus l'effet multiplicateur sera limité. Avec même une possibilité que, en réalité, l'effet multiplicateur soit inférieur à 1, et dans cette situation, comme je l'ai dit, en réalité, l'augmentation du déficit public provoque une augmentation plus faible du PIB. Autre contre-argument par rapport à cette idée que le déficit public ce serait formidable, mais pourquoi est-ce que l'État ne s'endette pas plus? Le fait qu'il existe un effet d'éviction de l'endettement public par rapport à l'investissement privé. En gros, on l'a dit, quand les administrations publiques s'endettent, notamment quand l'État s'endette, puisque ça peut être différent pour les collectivités locales,
Ça va passer par l'émission d'obligations sur les marchés financiers. Vous allez donc avoir une augmentation de la demande de fonds à prêter sur ces marchés. Ce qui va conduire naturellement, si l'offre reste constante, à une augmentation des taux d'intérêt. Et puisque les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que ça va être plus coûteux pour les entreprises de s'endetter et donc d'avoir des fonds pour investir. Donc, en réalité, ce qu'on voit dans ce genre de situation, c'est que certes, vous avez une augmentation de l'endettement public et une augmentation éventuellement de l'investissement public, mais du fait de l'augmentation des taux d'intérêt que cela provoque, de façon générale, vous allez avoir une baisse de l'investissement privé. Alors, évidemment, je l'ai mentionné, les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs économiques, et notamment ils ne sont pas les mêmes pour les États et pour les entreprises. Mais globalement, si vous êtes une entreprise privée et que maintenant vous n'avez pas juste votre obligation et que vous cherchez à attirer des personnes qui pourraient vous prêter de l'argent, mais que vous devez, en gros, que vous ne devez pas simplement convaincre ces personnes de vous prêter de l'argent, mais que vous devez aussi les convaincre de dire prêtez à moi plutôt que prêter à l'État. Comment les pousser à vous prêter de l'argent plutôt que de le prêter à l'État? En promettant des intérêts plus élevés. Et vous n'avez pas forcément les moyens, en réalité, de promettre ces taux d'intérêt plus élevés. C'est pour ça que vous allez peut-être vous dire, bon bah, tant pis, j'ai pas les moyens de faire le poids par rapport à la compétition, par rapport à la concurrence des obligations publiques, et donc, je vais simplement renoncer à mon projet d'investissement. Et donc, voilà cette baisse de l'investissement privé. Enfin, dernier contre-argument, le fait qu'il faut quand même avoir une dette publique qui soit considérée comme soutenable. Alors, qu'est-ce que c'est une dette publique soutenable? Ça, c'est compliqué, on ne peut pas donner de chiffres. Ça peut être à un niveau qui est supérieur au PIB. Une dette publique supérieure à 100% du PIB, elle peut être considérée comme soutenable. Ça va globalement dépendre de la situation économique dans le pays, de la stabilité de l'État, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un niveau d'aide publique qui soit pas trop élevé pour pas faire peur aux investisseurs, aux personnes qui vont vous prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que si votre dette atteint un niveau qui est considéré comme trop élevé par les acteurs en capacité de financement sur les marchés financiers. Et je répète, ce niveau, il n'y a pas de niveau objectif qui serait présent dans la théorie économique, de formule qui permettrait de déterminer à quel moment est-ce que la dette publique est trop élevée. Ça dépend fondamentalement des appréciations des acteurs sur les marchés financiers. Mais en tout cas, un niveau de dette trop élevé va représenter une augmentation du risque de crédit. Et forcément, pour compenser cette plus grande prise de risque, les agents en capacité de financement vont requérir des taux d'intérêt plus élevés de la part des États. Ce qui veut dire que finalement la charge de la dette, les intérêts notamment que devront payer les États pour rembourser leurs emprunts seront plus élevés. Et cela peut déboucher sur un effet boule de neige. Si le taux d'intérêt devient plus élevé que le taux de croissance, ça veut dire qu'en fait, la dette augmente elle-même simplement parce que vos intérêts sont trop importants. Et en fait, vous vous endettez de plus en plus simplement pour rembourser la dette que vous avez déjà, les emprunts qui arrivent à terme. Donc c'est de la dette qui nourrit de la dette. Et là, du coup, c'est pas une bonne chose. Par ailleurs, cela peut contraindre les États à prendre des mesures d'austérité, c'est-à-dire soit à augmenter les prélèvements obligatoires, soit à baisser les dépenses publiques pour essayer de réduire le déficit public et éventuellement dégager un excédent pour réduire la dette. Mais là, vous avez un effet multiplicateur qui devient inversé, puisque du coup, le déficit public se réduit, voire devient même négatif. Vous avez un excédent public, vous avez plus de recettes que de dépenses. Et le problème, c'est que voilà, quand vous augmentez les prélèvements obligatoires et vous baissez les dépenses publiques, vous avez un effet négatif sur le PIB. Et un effet négatif qui peut être encore plus important. Et dans ce cas, le taux de croissance se met à baisser et en fait, vous entretenez l'effet boule de neige avec, du coup, même si le taux d'intérêt baisse, il reste toujours plus élevé que le taux de croissance. Et vous avez toujours cet effet, donc, de la dette qui nourrit de la dette. Et
Si cela continue, si la dette continue de grandir et d'atteindre des niveaux qui sont de plus en plus insoutenables, il y a un risque de défaut. Que l'État fasse défaut sur sa dette, ce qui est en gros l'équivalent de la faillite, où il déclare à ses créditeurs « J'annule toutes mes dettes, je ne peux pas vous rembourser ». Le problème, c'est que il y a de bonnes chances que même après avoir fait défaut, l'État ne va pas disparaître, qu'il va continuer d'avoir des prélèvements obligatoires et des dépenses, et il y a toujours un risque, même assez important, qu'il soit en situation de déficit. Donc il est à nouveau besoin de créditeurs. Le problème, c'est que forcément, une fois que vous avez fait une première fois défaut sur votre dette, que vous avez prouvé à vos créditeurs que vous n'êtes pas forcément capable de gérer votre dette de façon à la maintenir à un niveau soutenable et à la rembourser, ils vont être très prudents, ils vont avoir beaucoup de réticence à vous prêter de l'argent, et s'ils le font, ce sera contre des taux d'intérêt très élevés. Donc le risque de défaut, le défaut, c'est vraiment une situation que tous les États veulent éviter. On pourrait être tenté de se dire, mais attends, un État, c'est lui qui définit les lois, pourquoi est-ce que à n'importe quel moment, il dit pas, bah non, en fait, je ne rembourse pas ma dette, et puis vous débrouillez comme ça. Alors déjà parce que l'État définit peut-être les lois sur son territoire, mais quand vous avez des créditeurs étrangers, ça ne fonctionne pas, et de toute façon, l'État doit quand même avoir une vision de long terme, et de se dire, ok, je peux peut-être faire défaut à un moment donné, le problème c'est que ça va avoir des conséquences, et des conséquences lourdes sur l'avenir. En guise de conclusion, on a clairement vu que le déficit public n'est pas une mauvaise chose en soi. Il ne faut pas être obsédé par l'idée de dégager un excédent public ou d'avoir des comptes à l'équilibre, car un État ne fonctionne pas comme un ménage ou même une entreprise. Le déficit public peut même, au contraire, avoir des effets positifs et être un outil utile pour les États pour soutenir leur économie. Cependant, il faudrait se garder de tomber dans l'écueil inverse et de considérer le déficit public comme un outil miracle. Bien au contraire, il rencontre de nombreuses limites et peut clairement avoir des effets négatifs. Finalement, il faut se dire, c'est plus compliqué. Ça dépend de plusieurs choses, notamment du niveau de la dette et de la situation économique du pays. Et finalement, la question qu'on vient de se poser, c'est pas est-ce que le déficit est mauvais en soi, mais surtout à quoi est-ce qu'il sert. Si le déficit public sert à relancer l'économie, notamment à travers des investissements publics, c'est une bonne chose. D'autant plus que justement, les investissements, ça veut dire qu'on dépense de l'argent aujourd'hui, à court terme, pour améliorer la croissance à long terme. Par contre, si le déficit est juste utilisé pour régler les dépenses courantes, là, clairement, ce sera mal vu. Et ce sera mal vu d'ailleurs par les investisseurs, par les acteurs en capacité de financement, qui seront méfiants, qui vont demander des taux d'intérêt assez élevés. Parce qu'on considère tout simplement que c'est une mauvaise gestion des comptes publics de ne pas avoir un niveau de prélèvement obligatoire assez élevé pour régler les dépenses courantes. Voilà, j'espère que tout ça est assez clair. On arrive à la fin de cette vidéo et à la fin du chapitre, et je vous souhaite donc une bonne journée.